Super, vous êtes tous bien installés? Ouais, excellent. Est-ce qu'on en a frustré quelques-uns avec le titre? Je vois, excellent. Un deuxième. Bon, super. Bah, écoutez, merci d'être tous là pour cette session et avec mes deux chers acolytes, Samy et Julien. Bah, on va vous essayer de vous parler de deux sujets de tendance, Kubernetes et serverless. Est-ce que le serverless va prendre le dessus sur Kubernetes et bah, qu'est-ce que ça veut dire une application moderne en 2023? Du coup, moi, je suis Charles, je suis Solution Architect chez AWS, basé ici à Strasbourg, dépendant des bureaux de Paris, mais du coup, j'ai la joie et l'immense bonheur d'habiter à Strasbourg. J'ai une petite équipe chez AWS, en plus de mon job normal, on va dire, qui s'occupe finalement de faire de la formation sur les applications modernes, notamment le serverless. Donc c'est un sujet que je connais bien. Alors Samy, moi je suis architecte cloud chez Atheos. Donc vous connaissez tous AWS, je suppose, mais Atheos on connaît un petit peu moins, je pense. Atheos, en quelques mots, c'est une société qui fait de la prestation de services dans le domaine du cloud. On est partenaire AWS et on fait de la prestation de services autour des infrastructures, du développement, également de la migration, et on accompagne nos clients dans le cloud. Mes missions à moi au quotidien, c'est d'accompagner du coup des clients dans leur succès sur AWS, et je leur propose des architectures pour répondre à leurs besoins dans les meilleures conditions sur le cloud. Salut, moi c'est Julien, architecte cloud chez Atheos également. Bon, Samy a déjà un peu présenté Atheos, je ne vais pas forcément faire laïus. Mais du coup, mes missions aussi au quotidien, ça va être d'accompagner les équipes, pareil, ou les clients, à migrer sur le cloud ou à se former sur le cloud. Et du coup, spécialisé notamment dans les technologies serverless. Est-ce que déjà, parmi vous, il y a des gens qui connaissent ou qui savent ce que c'est le serverless? Levez la main, ceux qui savent ce que c'est le serverless. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? On a des clients, On on a a des plein clients. de clients par Excellent. ici. Et est-ce que c'est la même chose pour Kubernetes? Ceux qui ont déjà fait le Kubernetes, il y en a beaucoup moins, c'est incroyable. L'orchestration de conteneurs sur autre chose que Kubernetes peut-être? Non plus, non, c'est que du cube, hein. Ils font que du cube. Yes. Ok, très bien, ça va avoir son importance pour la suite. On va commencer par une petite vidéo de présentation, un peu de ce que fait AWS, notamment plus sur le thème du sport, un peu associé au thème de cette GDG de cette année. Ok, maintenant que tout le monde est bien chaud, ça se voit là, on a vraiment un public de folie. Ça va être le moment de revenir un peu sur les bases et notamment de parler du coup des conteneurs et de l'orchestration des conteneurs. Donc du coup pour ça, on a vraiment un leader sur le marché open source qui s'appelle Kubernetes. Le concept de conteneur, c'est pas nouveau, ça date des années 2000. Vraiment, l'arrivée des conteneurs, c'était vraiment le but de rendre des applications portables avec vraiment toutes les dépendances qui sont associées à ces applications. Mais ces conteneurs, il fallait les orchestrer, et surtout en production, hein, c'est jamais simple d'organiser tout ça. Kubernetes est arrivé sur le marché avec comme objectif de simplifier cette orchestration, cette mise à jour, ce scaling, ce passage à l'échelle de tous ces conteneurs dans des clusters de machines virtuelles ou dans des clusters de machines physiques. Ça, c'est pour l'explication. Et après, si on rentre un peu plus dans le détail de l'architecture, donc pour ceux qui ont fait du cube, je suppose que ça vous parle. Pour ceux qui font plutôt du serverless, peut-être ça vous parle un peu moins. Du coup, en termes d'archi, sur Cube, il y a deux notions importantes, notamment la partie nœud. Donc, on a deux types de nœuds. Un nœud master qu'on voit sur votre gauche
qui est tout le control plane. Donc en gros, c'est un petit peu le cerveau de notre cluster. Il va décider quelle charge de travail je vais donner pour chacune de mes applications. Et après, il y a ce qu'on appelle des worker nodes, donc on voit sur la droite, qui eux vont exécuter finalement nos applications. Et après, on a tout un tas de petites applications périphériques à votre droite qui vont nous permettre de faire vivre notre cluster. Donc, une partie hyper importante, l'API serveur, qui va être la porte d'entrée finalement de pouvoir échanger avec son cluster Kubernetes. Donc c'est là où on va notamment notre ligne de commande kubectl, il va passer par cette API-là pour construire des nouveaux nœuds, en détruire, remplacer une nouvelle version. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel. Et ensuite, on a tout un tas d'autres applications. On a notamment la partie stockage qui est hyper importante et qui est difficilement réalisable sur du on-prem, le etcd, parce que c'est le seul composant dans votre cluster cube qui est stateful. En gros, s'il tombe, c'est foutu pour vous. Donc ça, c'est on-prem, c'est vraiment très, très difficile d'avoir une belle redondance sur cet élément-là. Sur le cloud, ce qui est sympa, c'est que toute cette partie control plane, finalement, il va être géré par le cloud provider. Donc sur AWS, avec EKS, on gère tout ce control plane pour vous. Et en fait, vous gérez juste la partie finalement mise en production, gérer vos nodes, combien de nodes vous voulez mettre pour chacune de vos applications. Et le cloud provider va gérer le reste pour vous. Donc ça, c'était un petit overview de Kube, de comment ça marche un petit peu sous le capot. Alors, le serverless, qu'est-ce que c'est pour ceux qui sont plus Kubernetes? Donc du coup, on a vu qu'avec Kubernetes, on va aller gérer des nœuds. Ça va être à nous de gérer leur mise en réseau, la gestion des mises à jour sur chacun de ces nœuds, et le déploiement et le scaling en fait de nos applications sur ces différents nœuds. Avec le serverless, on va utiliser des technologies qui vont nous permettre de nous abstraire de tout ce management-là. Ce management, on va le laisser du coup à AWS, donc une couche supplémentaire à l'abstraction. Et du coup, tout ce qui est infrastructure physique, toute la partie compute, donc les nœuds sur lesquels ça tourne, que ce soit des VM ou des machines physiques. La partie base de données, stockage et la partie messagerie, tout ça, on va utiliser des services qui sont full managés par AWS. Et du coup, nous, développeurs, on va pouvoir se concentrer sur la partie API, du coup, l'interagir avec les différents services AWS qui sont serverless, et également le code de notre application, donc le cœur du métier de notre entreprise. En faisant ça, on va pouvoir se libérer un petit peu l'esprit en tant que développeur et puis en tant que gestionnaire d'infrastructure et pouvoir se concentrer sur davantage d'innovation. En fait, ce que ça va apporter, c'est vraiment du temps libre pour se concentrer sur ce qui est vraiment important pour notre business. Voilà en quelques mots ce que va permettre le serverless. Ok. Si on entend maintenant de plus en plus parler de serverless, c'est pas pour rien. C'est parce que vraiment ça nous simplifie la vie à nous en tant que développeurs, mais aussi en tant qu'opérationnels. Parce qu'on a vraiment beaucoup moins de choses à administrer. Et l'administration, ça prend du temps. Et l'administration, c'est un frein à l'innovation. Après, bien sûr, il y a des équipes qui, elles, ont les capacités opérationnelles de manager des clusters, par exemple, comme des clusters Kubernetes. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'elles sont à la charge de ces équipes de devoir maintenir la sécurité, la redondance, le scaling, le load balancing, bref, tout ce qui est opération de maintenance d'un cluster cube. Ça peut être pour la fois pour des raisons gouvernementales, pour des raisons d'écosystème, hein, parce que des fois, votre application n'est pas faite pour tourner dans des lambdas, par exemple, sur AWS. Il est préférable peut-être qu'elle tourne dans un contexte de conteneur.
Mais du coup, pour les équipes qui veulent se tourner vers le serverless, et ben dans ce cas-là, vous allez pouvoir profiter des infrastructures qui sont déjà provisionnées pour vous par Amazon, qui sont déjà managées pour vous, qui vont vous permettre du scaling à la volée, quasiment instantanément. Et en plus de ça, vous ne payez que pour ce que vous utilisez. Si je prends par exemple l'exemple du service phare chez Amazon, qui est le service AWS Lambda, c'est un service qui vous permet à vous, en tant que développeur, de simplement publier votre code et directement en setant la taille mémoire qui est allouée finalement à votre code, derrière, il va être capable de se dimensionner à la volée et vous ne payerez qu'à la milliseconde de temps d'exécution. Donc c'est vraiment super intéressant pour nous en tant que développeurs de pouvoir pusher rapidement du code dans un environnement quelconque et de pouvoir l'exécuter immédiatement. Par nature aussi, vu que c'est des services qui sont managés par Amazon, on aura beaucoup moins de maintenance et les services seront hautement disponibles et sécurisés. Sur la partie donc, serverless, comme le disait Julien, le service phare qui est AWS Lambda, finalement il y a un bel écosystème déjà que vous voyez sur la gauche qui sont un peu les bases du serverless, que ce soit de la partie compute, du queuing, du messaging, du stockage. Donc ça c'est tous les services serverless disponibles chez AWS. Et finalement on va pouvoir étendre un petit peu ce fonctionnement-là sur des couches de base de données, d'ingestion de la donnée, de logging, d'ETL, de dashboarding. Donc on va pouvoir finalement avoir l'entièreté de son application de bout en bout en serverless et finalement ne plus avoir à manager l'infrastructure sous-jacente qui va être gérée finalement par le cloud provider. Maintenant qu'on a ces bases-là, du coup, à quoi ça ressemble une infrastructure cloud native en 2023, sachant ces deux choses. Donc on a vraiment deux approches. Une approche qui va être serverless first, c'est-à-dire qu'on va construire toute notre application et toute notre infrastructure qui va avec, basée sur des services qui sont complètement serverless. Donc vous l'aurez compris, on va en gros utiliser la puissance de mutualisation d'AWS qui va aller lui maintenir des clusters de bases de données pour nous, qui va aller maintenir une infrastructure pour faire tourner nos lambda ou nos conteneurs dans ECS. Et les avantages sur ça, c'est du coup, on va avoir la plus grosse abstraction, on va pouvoir plus se concentrer sur d'autres choses que du management de tâches d'infrastructure. Et de l'autre côté, la partie open source, donc là qui est plus la partie cube, où on va aller tirer profit de la communauté, du coup, de systèmes open source. Et sur une approche open source, on va avoir plus de contrôle sur ce qui va être déployé. Donc vous allez pouvoir aller plus bas niveau dans ce que vous contrôlez. Parce qu'effectivement, quand on est sur du serverless, on n'a pas la main sur tout puisque tout est managé. Pour qu'AWS puisse garantir un certain niveau de disponibilité et de service, forcément, on ne va pas pouvoir aller dans les couches très basses de configuration. Donc du coup, sur la partie serverless, on a mis quelques exemples. Donc il y a ECS avec la partie serverless, donc Fargate. Donc on choisit simplement un nombre de vCPU, de la mémoire et on donne l'URI vers une image Docker et AWS du coup s'occupe de provisionner le compute et de faire tourner notre tâche. Il y a Lambda, donc on en a parlé longuement, et aussi du coup Appreneur et Application Intégration Services. Et de l'autre côté, on a sur les services open source, donc on a EKS pour la partie Kubernetes, on a Rosa pour OpenShift, et du coup, on peut faire également tourner Kubernetes sur EC2 si vous voulez vraiment avoir la maîtrise de également votre control plane. Du coup, on vient de le voir, ces services qu'on vient de vous évoquer, c'est que les services qui sont capables de faire tourner des conteneurs Docker. Même les lambdas sont capables de faire tourner des conteneurs. Mais donc du coup, maintenant, on va essayer de voir ce qu'est une application moderne, une application 3 tiers moderne sur AWS ou dans le cloud, à quoi ça ressemble. Donc on peut remarquer que c'est finalement
assez proche de ce qu'on connaît sur une application 3 tiers. On retrouve la couche de données, la couche logique et la couche de présentation, à la différence qu'on va on va essayer de chercher finalement un découpage plus en microservices et d'adapter finalement la charge de travail au service qui lui correspondra le mieux. Quelque chose qui va être très événementiel, qui aura besoin d'une haute disponibilité sur des intervalles de temps très courts, le service lambda sera parfait pour ça. Quelque chose qui va avoir besoin de beaucoup plus de compute, qui va besoin de tourner toute la journée, on va plutôt chercher une solution conteneurisée du style ECS ou EKS. Et tout ça pourra communiquer à travers des événements. On va essayer de se reprocher d'une architecture événementielle, parce que si vous fonctionnez sur des événements, vous êtes capable du coup de provisionner du compute à la demande et du coup de réduire finalement votre coût opérationnel. Tout ça fonctionnera à travers des API, peu importe les couches, entre les microservices ou directement vers votre couche de données. Dans le cloud, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est API, et donc du coup, vous êtes capable finalement d'intégrer comme vous voulez les services AWS et de répondre à n'importe quel type d'événement. On va essayer de voir maintenant un cas réel dans la vraie vie. J'ai choisi ici Formula One comme exemple. Alors Formula One, qui ne connaît pas? Peut-être personne. Formula One, finalement, le groupe, leur mission, c'est d'essayer d'améliorer l'expérience des fans. C'est une de leurs missions, donc de rendre le sport plus immersif, plus attractif, où on va pouvoir interagir finalement dans la course. Et comment ils vont faire ça? Ils vont utiliser les données. Parce qu'en fait, finalement, en Formule 1, notamment quand vous êtes ingénieur dans une équipe de Formule 1, en fait, vous êtes data engineer. Parce que vous allez faire que de la donnée. Vous allez pouvoir prendre en compte les 300 capteurs qu'il y a sur les voitures, qui envoient environ 1,1 million de data points par seconde. Et donc on va collecter toutes ces données-là. Donc les ingénieurs dans les écuries, ils vont collecter cette donnée-là et ça va leur permettre de prendre des décisions de course. On pense notamment aux arrêts en stand, qui est un petit peu le point clé dans un Grand Prix de Formule 1, de savoir à quel moment il va falloir que mon pilote s'arrête, quel est le niveau d'essence, volume d'essence que je vais lui mettre dans sa voiture, est-ce que je lui change les pneus, pas les pneus, combien de temps ils vont durer, etc. Donc l'arrêt au stand, c'est le moment critique, c'est sur lequel il va falloir avoir suffisamment de données pour prendre la décision au bon moment. Donc qu'est-ce qui se passe pour les fans? En fait, toutes ces données qui sont collectées au niveau du circuit sont remontées directement sur le circuit parce qu'ils vont être utilisés en premier lieu par les écuries, c'est le plus important. Ils vont passer ensuite via le headquarters de Formula One qui est en Angleterre, Biggin Hill. Et ensuite, à partir du headquarter, on envoie tout ça dans AWS via une API Gateway. On va ensuite ingérer ces données-là, les transformer, enregistrer une partie dans une base DynamoDB. Et on va surtout envoyer ces données-là dans un outil de machine learning. Donc chez AWS, il s'appelle Amazon SageMaker. Donc là, on va faire tourner un modèle pour essayer de prédire le temps d'arrêt au stand, la probabilité de dépassement entre divers concurrents. Et donc ça, en fait, sur la partie machine learning, on utilise 70 ans de données historiques pour fabriquer ces modèles-là. Et il y a certains modèles qui vont être exécutés directement dans la fonction lambda. Donc on va éviter de faire de l'inférence directement sur notre service SageMaker, encore une fois pour de la rapidité et pour pouvoir finalement donner une expérience aux fans la plus proche possible. Parce qu'encore une fois, si vous regardez un Grand Prix, si vous voyez les données que vous voyez à la télévision, c'est pas les vraies données. Parce que sinon, entre concurrents, ils pourraient avoir des données confidentielles entre écuries. Donc il y a un petit delta, on s'en rapproche, mais en tout cas, ça permet une expérience un peu plus immersive dans les Grands Prix. Et donc tout ça sur des techno serverless avec même de l'inférence
au niveau des fonctions lambda. Et du coup, là maintenant, vous êtes expert en serverless et vous êtes expert en Kubernetes, vous savez choisir. Non, plus sérieusement, du coup, on a vu que en serverless, on est capable de traiter plusieurs millions de messages à la seconde sans problème. On sait qu'on sait le faire également avec des conteneurs Docker, ça c'est pas une nouvelle non plus. Mais du coup, comment choisir est-ce qu'on va partir sur une architecture containerisée ou sur une architecture serverless? Vous avez quand même attendu 20 minutes pour avoir un début de réponse. Merci pour votre patience. Du coup, on a prévu en 6 points de balayer cette question-là. Bien sûr, ça va complètement dépendre de votre use case. Et du coup, comme toute bonne prise de décision, on va commencer par déterminer les différents critères d'évaluation du coup, qui vont apparaître. Il fallait tous apparaître direct. Voilà. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, est-ce que c'est à but de modernisation? Est-ce que vous voulez innover plus? Est-ce que vous voulez réduire un risque? Par exemple, vous n'avez pas assez de personnes dans votre équipe d'infrastructure pour gérer un cluster Kubernetes, par exemple. Vous voulez réduire les risques sur cette partie-là. Du coup, quel type de compute vous allez vouloir utiliser? Est-ce que c'est des computes qui sont plutôt longs? Est-ce que c'est juste le matin, quelques secondes de traitement qui sont intensifs? En fonction de ça, en dressant cette liste de critères et en répondant dans votre use case, on va commencer à tomber sur des pistes de choix. Après, il va falloir commencer à se poser la question de qu'est-ce que je veux manager moi? Du coup, qu'est-ce que je veux faire dans moi-même et qu'est-ce que je vais déléguer à AWS? Alors du coup, là, on a les deux extrêmes. Tout à gauche, on a la partie on-premise où en fait, finalement, on va tout gérer nous-mêmes. Donc vous l'aurez compris, tout ce qui est tous les checks qui sont en bleu, ça c'est vous qui managez. Et les checks qui sont en orange, ça c'est AWS qui va manager. Donc tout à gauche, on a la partie on-premise où en fait, c'est vous qui managez. Et tout à droite, les services du coup cloud native où là, il y aura un maximum d'AWS et du coup, vous aurez juste à gérer la partie applicative, donc le code de votre application, donc une équipe de dev. Et ensuite, sur la partie sécurité et network, il y a des choses qu'AWS va gérer à votre place. Donc la mise en réseau des machines, ça c'est AWS qui va gérer pour vous. Et sur la partie sécurité, il y aura des choses, ce sera à vous quand même de configurer. Typiquement, quelle machine a le droit de discuter avec quelle autre, sur quel port, ou quel droit va avoir votre application pour accéder à des bases de données. Ça, c'est à vous aussi de le définir. Ouais. Ouais, dis-moi. Tu voulais voir un truc Alors du coup, tout à gauche, c'est tout du bleu. Ensuite, il y a les deux badges du bas qui sont en orange. Donc ici, on va jusqu'à le software install and maintenance qui sont gérés par le cloud provider. Et ici, on va jusqu'à data source intégration. Et à chaque fois, du coup, il y a la partie sécurité et configuration du réseau qui sont managés tout à gauche que par le client et ensuite moitié-moitié. Ça répond à... C'est plus clair? Ok, donc on l'aura compris. Finalement, déjà, on peut se dire, qu'est-ce qu'on est capable de manager nous-mêmes au sein de notre équipe? Et donc c'est ça qui va déjà définir potentiellement un premier critère de choix. Maintenant, il faut aussi définir les use cases qui sont présents au sein de notre équipe ou même au sein de notre société pour laquelle on travaille. Et donc là, alors je ne vais pas faire forcément tous les points, mais vous pouvez déjà les apercevoir. Un des points qui est important, c'est votre legacy, comment il est situé? Est-ce que finalement, déjà, vous avez une application monolithique? Un gros monolithe que vous avez déjà de la peine à conteneuriser. On est très loin, du coup, d'un refactoring de cette application. Et donc là, on va se rapprocher de solutions déjà conteneurisées au maximum
Et là, on va se tourner vers soit du Kubernetes, si vous avez déjà du Kubernetes, soit vers des solutions managées comme Appreneur, Beanstalk, ECS, ce genre de services. Si maintenant vous avez des besoins potentiellement plus de intelligence artificielle, machine learning, bah là, Amazon va proposer pour vous, notamment récemment avec Bedrock, des modèles de machine learning qui sont déjà managés et déjà entraînés pour vous, dans lesquels vous n'avez plus besoin que de faire la dernière couche d'apprentissage qui va spécialiser le modèle par rapport à vos besoins. SageMaker aussi, très bonne idée. Et dans ce cas-là, finalement, vous allez profiter de choses déjà entraînées et qui ne nécessiteront pas trop de compute et vous allez profiter de services managés. À l'inverse, si vous êtes une équipe qui crée vous-même votre modèle de machine learning et que vous avez déjà potentiellement un cluster Kubernetes ou besoin de machines virtuelles qui ont déjà des GPU, enfin accès à des GPU, et bien dans ce cas-là, vous pouvez gérer vous-même aussi ces services. Et un dernier exemple pourrait être par exemple la partie IoT, où AWS propose le service IoT Core qui est managé, qui vous permet finalement d'être un broker MQTT dans lequel vous avez besoin de connecter simplement vos devices et qui va se dimensionner à la volée en fonction des milliers ou millions d'événements envoyés à la seconde vers AWS. Si vous avez besoin de déployer vous-même ce genre de structure, vous avez intérêt derrière à respecter le balancing de vos instances pour qu'au niveau du réseau, tout se passe bien. On va éviter d'avoir des serveurs qui vont se faire DDoS eux-mêmes en cas de coupure de courant. Si tous vos devices connectés se connectent en même temps, vous risquez d'avoir quelques problèmes. Ensuite, maintenant qu'on a vu à peu près le use case, parce que c'est très important de prendre en compte finalement le contexte de l'entreprise et le contexte qu'on a dans notre société, maintenant il est important qu'on dise ok, quels sont les choix et quels sont les critères de choix par rapport à ce contexte. Donc du coup, on a défini 10 piliers, pareil, je ne vais pas tous les faire, qui vont vous permettre de définir finalement quels sont les critères plus ou moins importants qui vous permettront de prendre cette décision. Et déjà, dans un premier temps, c'est l'intégration. Est-ce que vous avez besoin que votre service soit interconnecté avec votre cloud provider? Est-ce que vous avez besoin que votre service, potentiellement comme le service lambda, ait besoin de 200 connexions avec tous les services d'AWS? Dans ce cas-là, on peut profiter de ces services et le service lambda est parfait pour ça. Après, vous avez aussi EKS qui est capable de s'interconnecter avec des services AWS, mais avec la brique EKS, donc la version managée de Kubernetes, qui va déjà vous fournir quelques connecteurs, mais vous allez devoir vous baser sur la communauté open source pour pouvoir augmenter ce support. Ensuite, le type de charge de travail. Est-ce que votre charge de travail est adaptée à être tournée dans des systèmes managés? Définir du contexte de travail, par exemple dans une lambda, ce n'est pas la même chose que de définir simplement potentiellement un conteneur qui va s'exécuter, peu importe la plateforme. Après, quel est le besoin en termes de résilience et de disponibilité? Est-ce que vous êtes capable de maintenir un cluster Kubernetes qui va pouvoir se prendre une charge de millions d'utilisateurs en parallèle? Est-ce que vous avez ce besoin finalement d'avoir 1 million d'utilisateurs en parallèle? Tout ça, c'est des questions qui vont vous permettre de définir quels sont les services que vous allez devoir utiliser. Et le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est que souvent, Kubernetes, c'est poussé par des gens qui adorent l'open source et ils se disent c'est super, je ne veux pas être vendeur loqué. Ils sont les seuls à manager leur cluster Kubernetes et un jour ils partent de l'entreprise. Et qui gère le cluster Kubernetes ensuite? Donc c'est ce genre de questions finalement qu'il faut se poser. Et du coup, ce point-là, il est super intéressant parce que finalement, le serverless, on pourrait le conseiller dans des équipes, peu importe la taille. Là où le cluster cube, je le conseillerais majoritairement sur des équipes de taille moyenne à large, qui elles ont déjà finalement des grosses connaissances en opérationnel et qui sont capables d'administrer ces clusters. Si vous n'êtes pas capable d'administrer un cluster, c'est compliqué de partir sur une charge en production et d'avoir confiance dans la manière dont ça tourne. Ensuite, le 5e point, on va essayer de ne pas tomber dans les pièges. Alors j'ai 3 catégories de pièges dans lesquels il faut pas tomber. Le premier, ça va être la standardisation. Alors généralement, elle arrive, enfin, quelle que soit finalement la taille de l'entreprise, mais généralement quand on atteint une taille à peu près critique, on a plein de projets, on va essayer de dire ok, maintenant on va mettre un peu des règles, mettre des standards d'architecture. Et c'est là où il faut faire attention de ne pas trop standardiser et de ne pas avoir un dénominateur trop grand et du coup avoir une techno qui finalement va devoir couvrir beaucoup de use cases. On l'a vu tout à l'heure, le but c'est il faut réfléchir par rapport à ce qu'on veut exécuter.
Donc même au sein d'une application qui pourrait avoir plusieurs microservices, on peut avoir des technologies différentes dans une même application. Ça ne pose aucun problème. On a vu dans les architectures cloud native, on peut avoir des fonctionnalités de compute différentes. On peut avoir des systèmes de base de données différents, du relationnel, non relationnel, du clé-valeur. Si le use case demande clé-valeur, faites du clé-valeur. Pourquoi mettre un dénominateur commun en disant on fait du MySQL dans notre société, tu fais une base de données, c'est MySQL. Non. C'est qu'est-ce que tu as besoin et tu vas prendre ce qui correspond aux besoins. Donc éviter d'entrer dans le piège de la standardisation qui va finalement réduire un petit peu les choix. Le deuxième, c'est la partie intégration. Et là, ça va être plutôt l'intégration, notamment d'un point de vue open source. On a beaucoup d'entreprises qui sont à fond dans l'open source, qui vont choisir des projets parce qu'ils supportent ce modèle-là. Le piège, c'est de choisir finalement une technologie open source avec pas la communauté qu'on a en face qui va pouvoir la maintenir. Et se retrouver finalement avec un outil open source, et en fait, la communauté, c'est vous. Et vous vous retrouvez avec une dette technique hyper importante. Je pense que Kubernetes, on n'est pas, dans ce schéma-là. Mais encore une fois, il faut penser au global, et notamment là, je parle potentiellement sur Kube, mais aussi ça peut arriver sur serverless. Typiquement sur Kube, vous avez installé un certain nombre d'add-ons. Si ces add-ons, il n'y a pas une communauté suffisante pour les supporter, attention. Pareil sur la partie serverless, vous allez utiliser par exemple dans Node avec pléthore de fonctionnalités, de Node modules de librairies qui peuvent exister sur Node. Choisissez les bons modules avec la communauté qui va en face, qui va pouvoir vous supporter dans les années à venir. Et enfin le dernier, qui est l'architecture. Pareil, ne pas se focaliser sur un schéma d'architecture trop fermé dans son entreprise, de dire ok, bon, encore une fois, chaque cas d'usage est différent. Si j'ai besoin de faire de l'événementiel, ok, je vais faire du serverless. Si j'ai besoin de faire des traitements lourds, de la data analytics de manière récurrente, si j'ai un cluster cube, je vais utiliser le cluster cube, il n'y a pas de souci. Donc éviter encore une fois d'avoir des schémas d'architecture trop fermés et qui vont finalement un peu bloquer l'innovation dans vos projets. Et le dernier point, c'est maintenant il faut décider. On va à gauche, on va à droite, on fait du cube, on fait du serverless. En fait, ça dépend. Enfin, on l'a vu, tous les critères, ça dépend vraiment du cas d'usage. Encore une fois, même dans une même application, un même service, on peut utiliser les deux. Il n'y a aucun souci. Peut-être une partie de l'application qui fait des traitements longs, récurrents, il va les déporter sur Cube. Sur la partie peut-être API, répondre avec une API REST, on fait du serverless, API Gateway, de la Lambda, ça va très bien. Alors, du coup, ce qu'il faut éviter, c'est en fait de rentrer dans le dogme où on se dit on va faire absolument du cube et où on va faire absolument du serverless. Le bon choix, en fait, c'est simplement d'aller sur le marché plus vite, de pouvoir accélérer l'innovation, d'améliorer la disponibilité de votre application et aussi au fait d'améliorer les coûts de votre infrastructure. En fait, si vous arrivez à répondre, que ce soit avec du cube ou que ce soit avec du serverless, si vous arrivez à répondre à ces quatre enjeux, ça veut dire que vous avez choisi la bonne solution. Et encore une fois, la solution, c'est une solution pour un use case, voire une partie d'un use case. Il faut vraiment, ça c'est prendre vraiment de la hauteur, de se dire, ok, si je réponds à ces 4 critères-là, ou si j'en réponds au moins à 2, ok, j'ai fait le bon choix en termes technologiques. Toute cette
présentation, en tout cas le chemin de décision, il est dispo sur le site d'AWS. Alors on n'a pas mis le lien dessus, mais si vous me pinguez, je pourrais vous l'envoyer, ou en tout cas vous pouvez aller le chercher. En gros, c'est serverless hors Kubernetes. Ça reprend un petit peu ce qu'on a présenté là, en 6 étapes, avec tous les détails des choix, des questions qu'il va falloir se poser sur l'intégration, sur la communauté open source, sur ces pièges qu'il faut éviter. Donc c'est un super document qui doit faire une bonne dizaine de pages, donc il y a un peu de lecture et pour avoir le choix entre les deux technos. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Si vous aimez la Formule 1, sur le superbe stand d'Atios, il y a un simulateur pour ceux qui n'ont pas encore testé. Je vous ai mis un petit QR code si vous voulez donner un petit peu votre avis sur cette session. Et si vous voulez potentiellement que je vous envoie le lien, je pourrais, si vous remplissez le formulaire, je pourrais vous envoyer le lien directement plutôt que vous alliez le chercher. En tout cas, merci à tous. J'espère que ça a répondu aux questions, aux interrogations entre Cube et serverless. On a encore 4 minutes, donc si vous en avez, on peut vous répondre maintenant. Sinon, ça sera sur le stand d'Atios. Est-ce qu'il y a des questions? Ou c'est hyper clair? Ou vous savez toujours pas choisir l'un ou l'autre? Soit ils ne savent pas choisir, soit ils sont déjà décidés. Deux bras. Qui commence? Il n'y a plus qu'un bras, t'es le seul bras levé. Donc. Ouais, je te rejoins sur la partie standard, même si la façon d'opérer ton cluster cube entre un AWS, un Azure, un GCP, finalement, elle va être différente parce que chacun a son implémentation, chacun va avoir aussi son intégration avec d'autres services parce que potentiellement, tu ne vas pas faire que du cube et tout gérer dans ton cube. Ou alors, tu es hyper chaud et c'est peut-être un peu dommage de ne pas utiliser les services de base de données que tu peux avoir chez les cloud providers. Donc, en effet, tu peux passer de l'un à l'autre avec peu ou prou la même technologie. Sur la partie serverless, ça va te dire, oui, là, ça va être spécifique finalement au cloud provider, mais par contre, tu as un niveau d'abstraction qui est beaucoup plus haut et le temps que tu vas gagner en ne maintenant pas ton cube ou en faisant tes intégrations, tu vas pouvoir le passer sur la partie développement et donc apporter plus de valeur à ton client, à ton business. Après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que tu as vraiment besoin de faire du multi-cloud sur ton projet? En général, faire du multi-cloud, c'est vraiment niche comme besoin. Ouais. Mhm. Complètement. Après, du coup, sur la majorité maintenant des clouds publics répondent à pas mal de critères de sécurité et de conformité. Aujourd'hui, même sur des clouds privés, ça devient... avoir ce niveau de certification qu'on retrouve chez les clouds publics, ça devient compliqué, quoi. Et il y a encore 1 minute pour la deuxième question. Parce que c'est difficile. C'est dangereux dans le sens où c'est le point critique et c'est l'élément stateful qu'on va avoir dans notre cluster. Donc, stateful, on n'a qu'un seul élément. S'il tombe, c'est fini. C'est plus dans cette approche-là où on-prem, on va avoir un petit peu ce goulant d'étranglement au niveau de TCD qui va potentiellement... on va faire plus attention en tout cas à cet élément-là.
alors que sur un cloud provider, il va être géré. Après, je dis pas que c'est pas impossible, mais en tout cas, et de loin pas. C'est juste qu'il faut faire plus attention. C'est En gros, tu pourrais passer ton temps à faire autre chose, quoi, du coup, si t'es pas bien le manager. Ouais. Le temps est écoulé. Merci à tous. Et s'il y a encore des questions, on est là.